Bienvenue dans votre magazine hebdo, c'est la santé. Cette semaine, nous allons parler de vos dents. Dès le plus jeune âge, on nous apprend à y faire attention, mais on oublie vite les conseils des professionnels. Or, les soins dentaires ont beaucoup évolué ces dernières années. Nous découvrirons que le mal aux dents n'est pas une fatalité. Avec nous sur ce plateau, nous recevons deux spécialistes, Corinne Tardieu, chirurgien dentiste au pôle d'odontologie de l'AP-HM, et Jacques Dejoux, responsable du centre de soins dentaires Gaston Berger. Bonjour à tous les deux et bienvenue. Bonjour. Je vous propose tout d'abord de découvrir ce qu'est le pôle d'odontologie de l'AP-HM avec ce reportage. On regarde. L'odontologie, c'est la médecine dentaire ou la dentisterie. Elle regroupe plusieurs activités comme les soins dentaires, l'orthodontie, la pose de prothèses dentaires ou encore la chirurgie buccale. L'activité hospitalière de l'odontologie au sein de notre établissement, de l'assistance publique de Marseille, se situe dans deux services. Un service odontologique à l'hôpital Nord, qu'on appelle le service Nord, et un service odontologique centre, qui comprend à la fois une unité à la Timone et le centre Gaston Berger. Dans le centre Gaston Berger, on trouve toutes les spécialités de l'odontologie qu'on peut trouver chez un praticien généraliste en ville, de la chirurgie buccale aux soins pour les enfants, en passant par la prothèse, les traitements des racines, etc. Alors l'orthodontie n'est pas faite dans le centre, elle est faite dans l'autre unité fonctionnelle qui est dans l'hôpital de la Timone lui-même. Et là, il y a l'activité d'orthodontie qui est réalisée tous les jours de la semaine, et sur les enfants comme sur les adultes d'ailleurs. Créé dans le cadre de la nouvelle gouvernance appliquée aux hôpitaux publics, le pôle d'odontologie permet de rassembler toutes les spécialités de la dentisterie afin d'être plus efficace au plan médical et économique. Il nous a paru intéressant, étant donné notre particularité odontologique, où nous n'avons pas d'hospitalisation, nous n'avons pas de garde particulière, etc., de créer un pôle en regroupant les deux services d'odontologie, avec pour objectif dans l'avenir, c'est d'être encore plus efficace sur le plan des soins, encore plus efficace sur le plan de l'enseignement et de la formation continue au niveau des praticiens. Notre objectif, en dehors d'augmenter la capacité de notre travail économique et sur le plan médical, c'est de pouvoir être plus efficace avec les autres services de l'AP-HM de Marseille, avec lesquels nous travaillons déjà. C'est pour ça que nous voulons vraiment intégrer l'hôpital de telle sorte qu'on soit beaucoup plus efficace, comme je le disais tout à l'heure. L'AP-HM prend en charge tous les patients et notamment les plus démunis. En effet, la dentisterie est une spécialité souvent onéreuse et qui n'est pas toujours entièrement remboursée par la sécurité sociale. Il est vrai que notre patientèle est constituée en une assez grande partie de patients qui ont des revenus relativement modestes et qui peuvent difficilement assumer des traitements complexes dans le cadre de l'exercice libéral avec des tarifs qui sont pratiqués de façon fort logique, mais bon, qui sont trop importants pour les patients qui ne peuvent pas les payer. Et puis on a aussi une activité de dentisterie de référence, c'est-à-dire que les gens viennent par exemple se faire des implants parce qu'ils savent qu'ici ils vont être faits dans des conditions excellentes. Et on a une troisième activité qui est la prise en charge de patientèles qui sont peu prises en charge dans le libéral, comme les patients handicapés par exemple, qui sont difficiles à prendre en charge dans les structures libérales dans le contexte actuel et qui trouvent là par contre un lieu dans lequel on les prend en charge de façon la plus parfaite possible. Les étudiants en médecine choisissent la spécialité dentaire dès la deuxième année de leur cursus. À partir de leur quatrième année d'études, ils prennent part aux soins et interviennent dans les services d'odontologie de l'AP-HM lors de leur stage. Pour prendre l'exemple du centre Gaston Berger, on a presque 200 étudiants qui soignent des patients journellement et qui font tous les actes qui peuvent être réalisés sur les patients dans le cadre de leurs études, de leur stage clinique. Le pôle d'odontologie permet d'optimiser la collaboration entre les étudiants et les médecins référents. Ainsi, la gestion du pôle et la prise en charge des patients sont améliorées. Jacques Dejoux, vous êtes responsable de ce centre de soins dentaires. Alors, quelle est sa spécificité à Marseille ? Alors, sa spécificité, c'est que c'est le seul centre dans lequel un accueil public en soins dentaires est réalisé. Quand je dis seul centre, c'est le pôle dans sa globalité, dont Gaston Berger est certes la plus grosse partie, mais tous les services du pôle ont cette activité-là, c'est-à-dire une prise en charge dans le cadre de l'hôpital public des soins dentaires.
Alors, une de ses particularités, c'est d'être adapté aux plus démunis. Là, on l'a vu dans le reportage. Alors, en quoi ça consiste ? Alors l'hôpital public, de façon générale, a comme mission de l'accueil de la plus grande partie de la population et un accès aux soins de la meilleure qualité possible pour la plus grande partie de la population. C'est vrai pour l'odontologie comme c'est vrai pour les autres aspects de la santé des patients. Alors qu'est-ce qui fait que c'est plus facile de réaliser les soins dentaires dans les centres de soins dentaires ? Ce sont les tarifs pratiqués, qui sont plus que raisonnables. Ils sont de quel ordre ? Est-ce qu'on peut donner, je ne sais pas, des... Alors on pourrait donner un ordre d'idée par rapport aux tarifs pratiqués, par exemple, dans l'exercice, dans le milieu libéral. Je dirais qu'ils sont inférieurs de 30% à parfois 100 ou 200%, suivant le cabinet libéral dans lequel on va, suivant le type d'acte qui est réalisé. Ça ne veut pas dire que les tarifs sont trop élevés dans le cabinet libéraux, mais dans les cabinets libéraux, il y a un certain nombre de contraintes que nous n'avons pas, il y a un certain nombre d'objectifs que nous n'avons pas. Un chirurgien dentiste doit gagner sa vie dans son cabinet. Ça n'est pas notre cas, nous, en tant que praticiens hospitaliers, nous sommes des salariés. Les étudiants n'ont pas pour objectif de gagner leur vie. Et puis, on s'oblige à avoir des tarifs bas, même si ces tarifs sont proches de la non-rentabilité, voire de situations dans lesquelles on perd de l'argent en les réalisant, mais c'est quelque part notre mission. Alors vous avez une prise en charge spécialisée pour les patients handicapés, justement. Comment ça fonctionne ? Alors, quelle est la différence en fait avec les centres plus classiques au niveau de la prise en charge ? Alors d'abord, les patients handicapés, en fait, théoriquement, on peut réaliser les mêmes soins que sur n'importe quel autre patient. La seule difficulté, c'est l'abord du patient qui peut être un petit peu plus complexe, mais Corinne Tardieu pourra en parler mieux que moi. Mais l'abord du patient est parfois un petit peu plus compliqué, donc le temps passé est un petit peu plus long. L'organisation du plateau de travail doit être adaptée au handicap que présente le patient. Tout cela fait qu'un cabinet libéral peut avoir quelques difficultés, en tout cas pour prendre les patients en charge, les patients handicapés les plus lourdement handicapés. Les patients ayant des handicaps moins lourds devraient pouvoir être pris normalement en charge dans les cabinets libéraux. Donc nous, il se trouve qu'on a un plateau technique, on a une organisation qui est adaptée à cette prise en charge. Et jusqu'à présent, nous étions, les hôpitaux publics et de façon plus générale, toutes les structures hospitalières étaient les seuls à pouvoir disposer de moyens techniques, la sédation consciente, qui permet de prendre en charge plus facilement certains de ces patients-là. Alors justement, c'est-à-dire, il faut quel type d'organisation ? Bien, jusqu'à présent, l'autorisation de mise sur marché du produit qui est utilisé était réservée aux établissements hospitaliers. Donc ça veut dire qu'il ne faut pas une organisation particulière, il faut simplement que... Mais maintenant, c'est autorisé aussi dans les cabinets libéraux, moyennant une formation des praticiens. Jusqu'à présent, ça n'était pas le cas. Donc ça ne pouvait être réalisé que chez nous ou dans une clinique privée, bien sûr. Alors, on l'a vu, les étudiants en chirurgie dentaire travaillent donc dès leur 4e année au centre. Quel est l'intérêt justement pour les praticiens, mais aussi pour les patients, de cette présence de jeunes au sein du centre ? Alors, je dirais que l'intérêt majeur, il est d'abord pour les étudiants eux-mêmes, parce que c'est eux, en fait, qui continuent et qui perfectionnent leur formation, puisque apprendre théoriquement ou apprendre sur ce qu'on appelle les fantômes, c'est bien, mais leur métier, ils vont l'exercer sur des vrais patients. Donc, la relation entre un patient et un praticien, elle s'apprend lorsqu'on a des relations avec un patient et pas sur les livres, pas uniquement, en tout cas, dans les livres. L'intérêt pour les patients, il est bien le fait que les étudiants étant extrêmement peu rémunérés, ça permet quand même d'avoir des gens qui sont des soignants et qui n'ont pas un coût pour la structure extrêmement élevé. Donc déjà, ça permet donc de maintenir des coûts relativement bas et ça profite directement aux patients. Ils sont encadrés ? Comment ça se passe ? Oui, alors ils sont très encadrés parce qu'il n'est bien sûr pas du tout imaginable que l'étudiant soit laissé seul face à son patient, surtout pour les étudiants qui débutent et qui ont des compétences relativement limitées. Donc il y a en gros un praticien qui encadre 3 à 4 étudiants. Et au début de la formation, 4e année, il encadre de façon très serrée. Et bien sûr, au fur et à mesure que l'étudiant se perfectionne, l'encadrement est forcément un petit peu plus lâche. L'étudiant a moins besoin d'être encadré, mais au début, il a très besoin d'être encadré. Et donc, l'ensemble fait que finalement, la qualité des soins produits est une qualité qui est plutôt satisfaisante du fait qu'il y a à la fois l'étudiant qui apprend et qui veut apprendre et qui veut bien travailler, et puis l'enseignant qui est là, derrière, qui va l'aider, qui va le remplacer, qui va corriger si nécessaire. Alors, quels sont les soins justement les plus communs qui sont réalisés
ça va de... Il y a tout type de soins. J'allais dire finalement. tous les types de soins qu'on peut faire dans n'importe quel cabinet dentaire. On peut les faire à Gaston Berger, les soins d'odontologie restauratrice, les extractions, les implants, pour parler des choses plus sophistiquées, sont faites. Tout ça, c'est fait dans nos services. Alors, passons maintenant à la prévention des maladies dentaires. Caries, déchaussement des dents et inflammation des gencives peuvent être évités. Un Français sur 3 se lave les dents en moins de 2 fois par jour. Alors, alors qu'il faudrait le faire justement 2 fois minimum. Petit rappel des gestes à ne pas oublier pour garder le sourire, tout de suite en images. Caries, maladies des gencives, sont souvent responsables de pertes dentaires et de soins douloureux et onéreux. Pourtant, ces affections peuvent être évitées grâce à une hygiène quotidienne relativement simple dès le plus jeune âge. Déjà, les bons conseils à la mère vont permettre l'éruption des dents dans une cavité propre, sachant que le premier contaminant est l'adulte qui, ayant des bactéries cariogènes dans sa bouche, va les transmettre notamment par la cuillère ou la tétine à son enfant à certains moments de la journée. Les dents des enfants sont fragiles. Une visite annuelle chez le dentiste permet de détecter à temps des caries naissantes ou toute autre anomalie. Lors de cette consultation, le dentiste donne également des conseils de prévention aux enfants et aux parents. En fonction du risque que présente l'enfant à la carie, et notamment s'il a déjà eu une carie, il est à haut risque d'en avoir une autre. Donc là, on va faire une prévention très individualisée. Donc elle consiste en des conseils d'hygiène. Bien sûr, éviter par exemple le grignotage, les aliments très sucrés qui sont très cariogènes. Ensuite, il y a une prévention sur les techniques de brossage, c'est-à-dire aider l'enfant à se débarrasser de sa plaque, enfin ce résidu alimentaire qui après chaque repas se colle aux dents. Donc là, il y a un étudiant qui lui apprend, en fonction de son âge, la technique de brossage la plus adaptée. Pour aider les enfants à se protéger des bactéries provoquant les caries, il existe plusieurs techniques, comme par exemple l'application d'un vernis très fluoré sur les dents. C'est à renouveler plusieurs fois dans l'année sur les dents de l'enfant, mais ça va l'aider par exemple dans des phases un peu difficiles où il n'a pas un brossage adéquat par rapport à son risque. Il y a une deuxième façon de faire aussi, puisque la dent la plus atteinte, c'est la première molaire définitive qui apparaît vers l'âge de 6 ans, en arrière de toutes les dents temporaires. Donc souvent, elle passe inaperçue. Et donc, pour surprotéger en fait cette dent, on va placer des résines au niveau des sillons, c'est-à-dire dans la zone anfractueuse de la dent, pour que le brossage soit un peu amélioré et que les bactéries ne s'infiltrent pas par le sillon. Le fluor est un répulsif pour les bactéries. Sa prise régulière dans la petite enfance permet donc de renforcer les dents et d'éviter les caries. Mais attention aux excès. Le fluor en excès n'est pas bon pour les dents et en fait l'intoxication au fluor se passe dans la toute petite enfance, c'est-à-dire entre 0 et 6 mois. Et là, il va falloir faire attention quand le pédiatre prescrit du fluor en même temps que notamment une vitamine en gouttes et que les parents vont donner en plus une eau embouteillée par exemple qui va être extrêmement fluorée ou dans certaines régions où l'eau municipale est particulièrement fluorée. Là, on peut après avoir ce qu'on appelle une fluorose, c'est-à-dire une intoxication. Le fluor se fixe sur l'émail de façon trop importante et on va avoir donc des taches blanches jusqu'à noires qui vont apparaître. Le résultat de l'intoxication au fluor n'est observable qu'à partir de 6 à 7 ans. Il faut également savoir qu'une mauvaise hygiène dentaire peut aussi entraîner un déchaussement des dents. Et ce que tout le monde appelle le déchaussement, en fait, ce sont des maladies parodontales. Et les maladies parodontales sont des maladies qui frappent essentiellement l'adulte, et on peut dire à partir de l'âge de 40 ans, bien qu'il y ait des formes chez l'enfant et chez l'adulte jeune, chez l'adolescent. Donc la meilleure prévention, c'est l'hygiène, et c'est l'éducation de l'hygiène. Et donc l'essentiel de la formation, c'est les traditions familiales, c'est les parents qui doivent apprendre aux enfants à bien brosser leurs dents et puis faire des contrôles chez le praticien, chez le dentiste, pour voir s'il y a des caries et pour voir surtout si les gencives présentent des signes d'inflammation. Et tout signe d'inflammation gingivale est un risque potentiel de développer ultérieurement une maladie parodontale. Pour éviter les caries, les maladies parodontales ou tout autre problème bucco-dentaire, il faut respecter un équilibre alimentaire, éviter le grignotage et surtout la consommation régulière de soda. En effet, ces boissons acides et sucrées attaquent directement l'émail des dents. Attention aussi au tabac et à l'alcool qui attaquent les gencives et facilitent le déchaussement des dents. Enfin,
Un brossage régulier des dents pendant 3 minutes, 2 fois par jour au moins, est indispensable pour éliminer la plaque dentaire qui se forme après chaque prise d'aliment. Alors Corinne Tardieu, quel est le bon geste finalement pour bien se laver les dents ? Le bon geste est celui qui est efficace. Et comment on arrive à vérifier l'efficacité ? Bien sûr, c'est par la non-apparition de caries. Donc si on a des caries, ça veut dire que quelque part on n'a pas été efficace à un moment donné. Mais une autre technique, c'est aussi de mettre du révélateur de plaques, c'est-à-dire un produit coloré qu'on achète en parapharmacie, dans les supermarchés du reste aussi, et qui va colorer la plaque, qui va être un vrai guide, enfin une aide pour l'enfant, comme pour son aidant, comme le parent, pour se débarrasser, par exemple, de la couleur rouge du révélateur de plaque. Et tant que c'est rouge, ça veut dire qu'il y a de la plaque dentaire et que c'est pas assez brossé. Le geste, justement. Alors le geste, ça dépend bien sûr de l'âge. En définitive, quand l'enfant est petit, on a besoin qu'il participe à son brossage, puisque c'est quand même une phase éducative. Mais le tout petit, en définitive, tant qu'il ne sait pas écrire, il n'est pas capable d'un geste d'une motricité fine. Donc en fait, il va faire des gestes de va-et-vient sur ses dents, sur les 4 secteurs, en bas à droite, en bas à gauche et en haut de la même façon. Dès qu'il va commencer donc à écrire, on va pouvoir lui demander de commencer la technique de la gencive vers la dent, du rouge vers le blanc, comme on dit. Donc, du haut vers le bas pour... Voilà, pour le haut, et du bas vers le haut pour le bas. C'est-à-dire toujours l'idée du rouge vers le blanc, de la gencive vers la dent. Et parce que la gencive aussi a de la plaque. On voit chez l'adulte les effets à long terme de la plaque sur la gencive. Donc voilà, dans la petite enfance, ça va être du va-et-vient. Et là, parfois, dans des situations où les dents sont mal positionnées, où l'enfant a du mal à bien le faire ou à le faire suffisamment longtemps, l'aidant va participer au brossage, c'est-à-dire qu'au début, ils vont le faire ensemble. Vers l'âge de 2-3 ans, c'est le parent qui tient la main de l'enfant et les 2 mains brossent avec les dents. À partir de 3-4 ans, on va pouvoir laisser l'enfant en première intention se brosser et le parent va finir le brossage. Et à partir de 6 ans environ, quand une certaine motricité est en place, l'enfant va pouvoir être plus seul et autonome à son brossage avec la technique du rouge vers le blanc qui est celle qu'on va garder jusqu'à l'âge adulte. Et combien de temps justement pour un brossage optimal ? On parle de 3 minutes. Alors 3 minutes, c'est vrai que c'est long, on peut arriver à le faire. C'est pour ça qu'en fonction de sa dentition, c'est bien d'avoir le révélateur de plaque va nous dire combien de temps on met pour notre bouche à bien faire. Il y a le temps de nettoyer toutes les dents. On dit qu'à peu près il faut passer 4-5 fois sur chaque dent pour arriver à la nettoyer. Pour autant, il y a aussi le temps d'application du fluor, c'est-à-dire que finalement, sur la brosse à dents, après l'aspect mécanique, on a l'habitude de mettre du dentifrice fluoré. Mais ce dentifrice, qui est comme une crème, pour qu'elle soit efficace, il va falloir qu'elle reste un certain temps dans la bouche. Et donc, si le brossage est trop furtif, 30 secondes, un simple aller et venu comme ça, ni le dentifrice ni les poils n'auront d'efficacité en termes d'enlever la plaque dentaire bien collée. Alors c'est important aussi de rappeler que les caries ne touchent pas que les enfants. Et à quoi sont-elles dues finalement ces caries ? La carie, c'est une maladie bactérienne. C'est une maladie bactérienne transmissible. Donc en fait, ce sont des bactéries sélectionnées qui se collent à la dent. Alors bien sûr que si la dent a des anfractuosités, c'est-à-dire que si on a mangé très acide et qu'on a préparé la dent à recevoir la bactérie, elle se niche mieux. Et puis si elle est bien nichée dans la dent, elle va se multiplier. Comme je dis aux enfants, elles vont faire plein de bébés. Et bien sûr, elles vont faire ça aux dépens du tissu dentaire, c'est-à-dire progresser à l'intérieur même de la dent. Alors, certaines personnes sont plus sensibles que d'autres aux caries. Pourquoi ? Alors il y a des qualités dentaires, de tissu dentaire qui sont bien sûr variables et donc certains se déminéralisent plus vite que d'autres à la même attaque, on va dire, acide. Et puis après, je pense que la plus forte hérédité, elle est dans la mauvaise habitude alimentaire et de l'hygiène. Et ça, je crois que c'est quelque chose qui se transmet très bien. Et alors comment choisir un dentifrice qui est adapté à ses dents ? Pour les enfants, on voit, on préconise le fluor. Est-ce que c'est la même chose pour les adultes ou non ?
Le fluor, c'est le dentifrice de base quand on n'a pas de problème particulier révélé par le dentiste. À l'âge adulte, on va mettre en place des dentifrices plus à base de chlorhexidine, qui est une molécule qu'on a l'habitude de consommer en bain de bouche, par exemple, donc par rapport à la gencive, qui a plus un côté antiseptique sur les germes qui sont dans la gencive, et aussi des dentifrices maintenant qui désensibilisent lors du déchaussement dentaire et qui vont donc un petit peu faire une barrière à cette sensibilité des dents du patient un peu plus âgé. Alors, on l'a vu dans le reportage, le fluor à trop haute dose peut entraîner des risques d'intoxication. Justement, comment savoir à quelle dose s'arrêter? Parce que c'est destiné pour les très jeunes enfants, en fait, c'est ça, mais voilà, jusqu'où on peut en donner? Il faut faire attention à l'eau que l'enfant boit. Oui, en fait, il y a un bilan fluoré qui doit être fait. Donc, il y a une grille qui a été donnée par des scientifiques qui ont travaillé sur ce problème-là. Donc, on a des recommandations cliniques par rapport à la prescription du fluor. Et c'est l'Agence française du médicament qui édite d'ailleurs ces recommandations. Et finalement, on a plusieurs façons d'apporter du fluor, bien sûr par le dentifrice. Donc un enfant de 3 ans, il ne sait pas cracher. Si vous lui mettez du dentifrice sur la brosse à dents, qui est à peu près l'âge limite, on dit qu'on met du dentifrice aux environs de 3-4 ans, il va l'ingérer de façon massive. Voilà. Donc plus l'eau embouteillée, comme il est dit dans le reportage, plus parfois les mères salent l'alimentation avec du sel fluoré. Donc ça, c'est les voies principales d'apport. L'eau, le sel et le dentifrice. Et la 4e, c'est le médicament. Donc il faut bien, avant d'ajouter le médicament, voir quel est le bilan sur les autres sources de fluor. Alors, on a vu également une technique à base de résine. Donc celle-ci, elle est adaptée aussi uniquement aux jeunes enfants, ou on peut la développer On peut la mettre à tout âge, mais c'est vrai que c'est l'âge de la fenêtre de susceptibilité majeure. Après, on retrouve moins de caries qui démarrent aussi par ces zones-là chez l'adulte. Cependant, pour certaines formes de dents qui sont particulièrement fractueuses, l'indication existe. Pour autant, là, elle ne sera pas remboursée par la Sécurité sociale après l'âge de 12 ans. Jacques Dejoux, à quoi sert le détartrage? Est-ce que c'est important régulièrement de faire des détartrages? Alors, le tartre, en fait, c'est de la plaque dentaire qui s'est minéralisée. Donc, si on brosse bien, normalement, on doit avoir moins de tartre, parce qu'il faut qu'il y ait la plaque, que le tartre se minéralise. Alors, le tartre, il a 2 inconvénients majeurs. D'une part, il a un rôle, il contient des agents infectieux, il contient des bactéries, donc c'est vraiment pas extrêmement intéressant, surtout pour les gencives. Et deuxièmement, il a un rôle mécanique. Il va léser la gencive sur le plan mécanique, donc il va favoriser l'apparition de toutes les maladies parodontales dont on a parlé tout à l'heure dans le petit reportage. Donc, il est extrêmement important de l'éliminer. Puis en plus, le tartre, c'est totalement rugueux et donc ça favorise encore plus le dépôt de plaques bactériennes. Donc il faut l'éliminer de façon à ce que les manœuvres d'hygiène du patient puissent être efficaces. Alors je voudrais juste rajouter une petite réflexion concernant ce qui a été dit sur le brossage. On voit bien qu'un brossage efficace, c'est un brossage qui techniquement est bien réalisé. Or, un des problèmes chez l'enfant, c'est le manque de compétences qu'il peut avoir pour réaliser ce brossage-là. Mais il n'y a pas que les enfants qui ont des problèmes de compétences, il y a les personnes vieillissantes qui commencent aussi à avoir des problèmes d'habileté qui font qu'ils vont avoir un brossage moins efficace. Et puis, un certain nombre d'adultes qui ont aussi du mal à appliquer ça. Il existe pour ça des brosses à dents dites électriques qui ont l'avantage de faire le geste tout seul. C'est-à-dire que le patient, il n'a pas besoin d'avoir une habileté particulière, il suffit qu'il promène la brossette qui, elle, fait le bon mouvement sur toutes ses dents, et finalement, ça ne demande pas beaucoup d'efforts, pas beaucoup de compétences particulières, et donc le brossage électrique peut rendre beaucoup de services pour les gens qui ont un peu de difficulté à réaliser ce geste, qui, même s'il est simple, demande quand même une petite compétence. Justement, au niveau des brosses à dents, donc vous préconisez plutôt des brosses à dents électriques plutôt qu'une souple ou qu'une médium plus traditionnelle? Alors, Corinne, vous l'avez bien dit, quelqu'un qui utilise très bien une brosse à dents manuelle peut avoir une hygiène totalement efficace. Donc je ne dis pas il faut abandonner la brosse manuelle et prendre la brosse électrique. Je dis simplement la brosse électrique, c'est quelque chose qui est plus facile et on peut plus facilement avoir le bon geste
même si on n'est pas extrêmement habile manuellement, ou même si on a perdu une partie de sa capacité, si on a des problèmes d'arthrose qui font qu'on a du mal à faire le bon geste, eh bien, on pourra le faire plus facilement avec une brosse à dents électrique. Après, le choix de la brosse, il ne faut pas une brosse à dents trop souple, parce que si elle est trop souple, elle ne va pas être efficace. Il ne faut pas non plus une brosse à dents trop rigide, parce qu'elle est trop rigide, elle va blesser, en particulier la gencive, lorsque vous allez passer la brosse dessus. Donc il faut une brosse à dents de dureté moyenne, mais généralement dans le commerce actuellement, c'est le type de brosse à dents que l'on trouve. Je vous remercie. On passe maintenant au vrai ou faux. La présence de caries est favorisée par la boisson de soda sucré, mais aussi le tabac et l'alcool. Vrai ou faux? La présence de caries, oui, bien sûr. C'est vrai. Sachant que le tabac et l'alcool, comme il a été dit tout à l'heure, c'est surtout pour des problèmes de parodontite, problèmes de gencive. C'est une agression et si elle est répétée très souvent, tous les jours, pendant longtemps, ça peut poser des problèmes. Se laver les dents une fois par jour suffit amplement. Vrai ou faux? Faux. Mais il vaut mieux une fois que 0 fois. Il vaut mieux une fois bien faite. Il vaut mieux une fois bien faite que pas du tout. Il vaut mieux une fois bien faite que 2 fois très mal faite. Mais l'idéal, bien sûr, c'est moins de 2 fois. Donc une fois optimale, au moins 3 minutes, concentrée. Et l'optimisation, c'est le soir. C'est le soir, oui. D'accord, surtout le soir. Si on en oublie une de séance, il vaut mieux garder celle du soir. Les dents de sagesse doivent impérativement être enlevées. C'est faux. Sauf problème particulier d'éruption, il n'y a aucune raison d'extraire les dents de sagesse qui peuvent être, au fil de la vie, des dents qui peuvent rendre des services si par hasard ou par malheur le patient perd certaines autres dents. Donc il n'y a aucune raison de systématiquement les extraire. Mâcher du chewing-gum est bon pour la santé. Alors c'est en toute chose, c'est l'excès qui ne va pas. Donc je ne pourrais pas dire vrai de façon absolue parce que mâcher le chewing-gum pendant 3 heures, c'est pas bon pour la santé, c'est pas bon pour les articulations. Puis je pense que c'est pas très bon non plus pour pour les dents, sur le plan gastro-intestinal. Par contre, au niveau des dents, c'est intéressant de mâcher. Bien sûr, du chewing-gum sans sucre. Dans les sans sucre, il y a un chewing-gum qui est supplémenté en xylitol et qui est un sucre qui est très intéressant qui a un effet anti-carie. Et donc, oui, mâcher 5-10 minutes un chewing-gum dans la journée au xylitol, on peut dire que c'est bien. Je vous remercie. À bientôt.